Bienvenue dans Toutes les France. Le projet de remodelage du Moyen-Orient, appelé le Grand Moyen-Orient, est-il en cours d'exécution? C'est le sujet du débat d'aujourd'hui avec nos invités. Leïla Chahid, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes délégué général de Palestine auprès de l'Union européenne. Merci à vous. À vos côtés, Dominique Vidal. Dominique Vidal, vous êtes historien, journaliste, spécialiste du Proche et Moyen-Orient. Vous avez écrit récemment Palestine, Israël, un État, deux États, point d'interrogation. Voilà, publié aux éditions Sinbad. Merci d'être avec nous aujourd'hui. De l'autre côté du plateau de Toutes les France, Pascal Boniface, vous êtes directeur de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Et on va citer votre dernier ouvrage, L'Atlas de la France, publié aux éditions Fayard. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Et à vos côtés, Richard Labévière, vous êtes journaliste spécialiste du Proche-Orient, chroniqueur aujourd'hui pour le mensuel Afrique-Asie. Vous avez écrit un ouvrage intitulé Quand la Syrie s'éveillera. La Syrie s'éveillera, alors c'est tout un programme parce que il a été écrit il y a combien de temps? Il est sorti en janvier dernier, en janvier 2011. À bien des égards visionnaire. Alors merci infiniment Richard Labévière d'être avec nous aujourd'hui. Dominique Vidal, le Grand Moyen-Orient, tel qu'il a été proposé, conçu par l'administration américaine, dit dans un discours de George Bush, il me semble que c'était au début de l'année 2004, dans le cadre d'un discours sur l'état de l'Union. Est-ce qu'il se matérialise aujourd'hui, ce discours? Écoutez, il se matérialise, mais je ne crois pas que ce soit celui que George Bush avait en tête. Celui que George Bush pensait, c'était un grand Moyen-Orient sous la botte occidentale, avec une apparence de démocratie qui permette de faire passer la pilule. Aujourd'hui, ce qui s'est passé depuis un an, c'est un mouvement révolutionnaire sans précédent dans toute la région qui est en train de bousculer la donne et, à mon avis, au-delà du Proche-Orient. Donc, oui, un nouveau grand Moyen-Orient, mais pas celui que George Bush souhaitait. Et pourtant, dans le contenu de son discours, il parlait de démocratie, de la nécessité de démocratiser ces régimes dictatoriaux, parce que, Pascal Boniface, ces régimes, quand ils seraient démocratiques, seraient plutôt les alliés des Occidentaux. Oui, c'était d'ailleurs le but avoué de la guerre d'Irak, même si on peut penser qu'il y avait d'autres objectifs, mais le but de la guerre d'Irak était de démocratiser de force ce pays afin de stabiliser la région et de permettre la paix avec Israël. Mais même le projet de Grand Moyen-Orient, c'est déjà la reconnaissance de l'échec de la guerre d'Irak. Ce programme n'a pas été lancé à n'importe quel moment. C'est voyant que cette victoire militaire rapide s'était transformée en enlisement stratégique, où les pertes américaines après la fin officielle de la guerre avaient dépassé les pertes tout au long de la guerre, que George Bush a lancé pour se rattraper comme quelqu'un qui trébuche et qui veut lancer un projet plus grand, avait dit oui, en Irak ça ne marche pas très bien, mais soyons visionnaires, élargissons la perspective et ayons un grand Moyen-Orient qui serait fait de démocratie. Alors bien sûr, cela survient mais par d'autres moyens, parce que ce que l'on voit, c'est que cette démocratie, elle arrive par des révolutions populaires et non pas par la guerre. Le but de George Bush était de dire on va démocratiser par la force ces peuples arabes qui sont incapables de se démocratiser par eux-mêmes. La guerre est regrettable, mais c'est le seul moyen de les amener à la démocratie. Et on peut dire que la Tunisie a été le démenti, non seulement de la guerre d'Irak, mais également du Grand Moyen-Orient. Alors peut-être pas par la guerre démocratiser ou créer cette entité que serait le Grand Moyen-Orient, mais aussi par des moyens diplomatiques, par les ONG, par une diplomatie très active qui a perduré ces dernières années, Richard Labévière. Et peut-être une diplomatie qui n'est pas forcément très en désaccord, Dominique Vidal, avec l'idéologie des néoconservateurs américains, parce que je pense qu'il est, pour ma part, trop tôt de taxer ces mouvements de révolutionnaires. Et une révolution, c'est l'abolition des privilèges ou c'est l'instauration d'un tout autre ordre. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire qu'il faut attendre, de voir en Égypte l'aboutissement des processus, de voir ce qui va se passer au Yémen, en Syrie et ailleurs, pour voir si véritablement on n'est pas dans une configuration, un peu pour paraphraser le guépard de Thomas Di Lampedusa, tout changer pour que rien ne change. Parce qu'on risque chaos, Salvatore. On risque, si vous voulez, d'aboutir à une situation où les intérêts, l'agenda américano-israélien sera préservé, où les intérêts énergétiques, pétroliers, stratégiques américano-israéliens seront parfaitement reconduits par le nouvel habillage. Justement, est-ce qu'il y a un lien étroit à faire forcément entre des intérêts de ces grandes puissances et les aspirations des peuples qui se sont exprimés aussi? Est-ce qu'ils sont forcément manipulés? Je pense pas qu'il faille avoir une lecture de conspirationniste en voyant un grand acteur unique
derrière tout ça. Sauf qu'il y a eu plusieurs phases dans ces mouvements, des ajustements sociaux aussi, j'ose pas dire 68 arts, comparant avec les mouvements des nationalités qui ont bousculé les vieilles dynasties européennes dans la deuxième moitié du XIXe siècle et qui ont mis, je dirais, des décennies à se décompter et à aboutir à des républiques ou des régimes démocratiques. On est dans un processus long, il faut rester prudent et pas crier au 1789 arabe. Je pense que là, il y a trop d'intérêt en jeu et on voit très bien aujourd'hui la façon dont les monarchies du Golfe pétrolières, je dirais, prennent des initiatives qu'elles n'ont jamais prises au sein de la Ligue arabe pour préserver un certain nombre d'intérêts géopolitiques qui, jusqu'à maintenant, ne remettent absolument pas en cause l'agenda américano-israélien sur la région. Leïla Chahid, sur ce grand Moyen-Orient qui se dessine. Écoutez, moi je n'aime pas ce terme, parce que ce n'est pas seulement Moyen-Orient, c'est aussi Maghreb. Oui. Donc moi, je pense que les thèses des néoconservateurs sont exactement l'antithèse de ce qui s'est passé avec ce qui pour moi est des révolutions arabes. C'est une révolution dans le sens que c'est vraiment un mouvement de bas en haut, de société civile arabe, qui est la même de Mauritanie jusqu'en Irak, en passant par l'Égypte et la Palestine. Il n'y a pas encore de démocratie. Il n'y a pas encore de preuve que ce n'est pas récupéré. Il n'y a pas encore de preuve que le réajustement des intérêts américains, israéliens, européens, iraniens ne va pas profiter de ce changement. Et je pense que c'est trop tôt, bien sûr, pour dire s'ils ont les moyens de devenir des démocraties. Mais moi, personnellement, pour moi, c'est sans précédent depuis la décolonisation. On n'a pas vu les citoyens du monde arabe, hommes, femmes, jeunes, sortir pour dire ce qu'ils souhaitent, ce dont ils rêvent, le genre de rôle qu'ils veulent se donner comme acteurs politiques depuis la décolonisation. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça va nécessairement réussir, mais d'où l'importance de donner tous les moyens à ces sociétés réellement de relever le défi. On va juste, Dominique Vidal, écouter cet extrait du discours de George Bush sur justement ce projet de Grand Moyen-Orient et revenir pour en parler. Regardez. Mr. Speaker, the President of the United States. C'est le grand rendez-vous de l'investiture, le discours sur l'état de l'Union de George Bush devant les deux chambres du Congrès et des dizaines de millions de téléspectateurs. Après avoir consacré une bonne partie de son discours aux réformes intérieures, le président américain est revenu sur son thème le plus cher, la liberté dans le monde, avec comme objectif la fin de la terreur et une priorité, la démocratisation du Grand Moyen-Orient. Pour promouvoir la paix au Proche-Orient, nous devons affronter les régimes qui continuent d'abriter des terroristes et cherchent à se doter d'armes de destruction massive. En se félicitant des progrès enregistrés entre Israéliens et Palestiniens, en annonçant aussi une aide de 350 millions de dollars aux Palestiniens, le président américain a lancé un avertissement à la Syrie et à l'Iran, clairement désignés comme les principaux adversaires. J'attends du gouvernement syrien qu'il cesse tout soutien au terrorisme et ouvre la porte à la liberté. Aujourd'hui, l'Iran reste le principal État dans le monde à soutenir le terrorisme en voulant se doter d'armes nucléaires tout en privant son peuple de la liberté qu'il mérite. George Bush a enfin salué les efforts de réforme du Maroc à la Jordanie en passant par le Bahreïn. Il a appelé l'Égypte et l'Arabie saoudite à engager des réformes démocratiques. Sur l'Irak, pas de grande annonce, aucun calendrier de retrait des troupes n'a été avancé. Seule stratégie, soutenir la démocratie irakienne. Sur ce sujet, George Bush a plutôt joué l'émotion. Il a longtemps fait applaudir une électrice irakienne et les parents d'un soldat américain mort à Falloujah. Alors que Patrick Pinter et sa plume aiguisée nous accompagneront toute l'émission. Patrick Pinter, merci d'être avec nous. Dominique Vidal, alors quand même, ce discours est étrangement actuel, hein. Il date de 2005 et l'a rappelé à juste titre Pascal Boniface pendant le sujet. Voilà, la voie vers la démocratisation et tous ces États, finalement, d'une manière ou d'une autre, en tout cas leur population, tentent d'aller vers ce projet. Dans ce que disait Bush, il y avait ce qu'il disait et ce qu'il pensait. Donc moi, j'aurais personnellement, mais c'est votre choix, plutôt été regarder le discours du Caire de Barack Obama du 4 juin 2009, qui lui annonçait beaucoup de choses, et ce qu'on peut peut-être lui reprocher, c'est de ne pas avoir tenu ses promesses, et notamment sur la question palestinienne. Deuxième remarque. Le discours d'Obama aurait moins mis en perspective la continuité de la politique américaine. Oui, mais il y avait dans le discours d'Obama le changement que représentait
l'élection d'Obama, c'est-à-dire la tentative de passer du hard power, de la puissance dure, au soft power. Et ça, c'est quand même un moment important. Deuxième remarque, à propos de ce qu'a dit Richard Labévière, il ne faut pas tordre le bâton dans un sens ou dans l'autre. Bien sûr qu'il y a plein de points d'interrogation. Là où les révolutions ont réussi à chasser un dictateur, quel régime va se mettre en place? Là où elles n'ont pas encore réussi, comment les régimes, comme le régime assassin, criminel, barbare de Bachar el-Assad tombera, mais aussi comment la monarchie saoudienne... Bref, mais on ne peut pas sous-estimer ce qui se passe. Et je voudrais dire que quand il y a des millions de gens, d'hommes et de femmes, de jeunes, notamment dans les rues du monde arabe, ou d'ailleurs dans les rues d'Israël, ou d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas saucissonner, dans les rues de Madrid, de New York, avec tous ces indignés, oui, la référence à 68, elle a du sens. On est comme en 68 dans un autre contexte, dans une espèce de révolte d'une partie de la jeunesse contre un monde dont elle ne veut plus. Donc, quoi qu'on pense de ce qui va se passer, et nous ne sommes pas Madame Soleil, ni les uns ni les autres, il se passe quelque chose d'historique, au moins de l'ampleur de ce qui s'est passé il y a 20 ans, et qui s'est terminé comme ça s'est terminé. Mais la fin du communisme était un moment historique. Deux Pascal remarques Boniface, sur ce qui vient d'être dit, oui. puisqu'on fait référence à effectivement la façon sémantiquement de qualifier ce qui se passe. Bon. La première remarque, c'est que moi, depuis que je vais en Tunisie depuis tout petit, des révoltes du pain, des mouvements populaires, j'en ai vécu, je dirais, des dizaines, qui souvent étaient réprimés dans le sens, ça ne faisait pas 2 lignes dans l'AFP. C'est que, je veux dire, ces accélérations de l'histoire... non, certainement incomparable, mais ce qui est nouveau, il ne s'agit pas de nier l'importance du mouvement social en quantité, en qualité, selon sa dialectique politique, mais il est clair qu'il y a surtout le regard des puissances occidentales qui a changé et qui a considéré que les plutocraties en place ne faisaient plus office, ne garantissaient plus, ne faisaient plus le job sur la répartition de la rente et autres, etc. Richard Labévière, la veille de la chute de Ben Ali, Madame Alliot-Marie, au nom de la France, proposait des moyens de répression pour maintenir l'ordre. C'est pas ce que je suis en train de justifier. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que, je veux dire, souvent, ce qu'on qualifie trop rapidement de révolution arabe, ça a été un dégel, une reprise de mouvements, je dirais, de pays à pays très différents et très anciens, qui, évidemment, ont pris une grande ampleur. C'est de citoyens à leur propre élu. D'accord. Il ne s'agit pas Alors, de on va revenir sur la nature du mouvement et l'influence mais en Tunisie, excusez-moi, des États-Unis. Il s'agit, au-delà de la rue, l'armée tunisienne a décidé de ne pas tirer, de ne pas réprimer comme elle avait toujours fait. C'est quand même la grande différence. Pas forcément toute seule. On y revient. S'il vous plaît, Richard Labévière, un instant. Et en Égypte également. Pascal Boniface. Elle a décidé de ne pas tirer parce que le mouvement était plus fort que d'habitude et qu'il était différent. Pascal Boniface, un instant. C'est pas le seul facteur, à mon avis. Si je peux. Alors, effectivement, on a l'impression que les indignés à Madrid, la place Tahrir, etc., il y a quand même une différence entre ceux qui protestent dans les sociétés où ils ont déjà le droit de vote et ceux qui protestent pour avoir enfin le droit de vote qui n'existait pas réellement. Mais effectivement, on a parlé révolution arabe, printemps arabe. Il n'y a pas un effet domino dans tout le monde arabe parce que les situations nationales, on voit quand même que les situations nationales sont très différentes. Mais par contre, ce qui se passe actuellement illustre une phrase que je cite souvent de Zbigniew Brzezinski: à l'âge de la globalisation, l'ensemble de l'humanité est politiquement active. Et donc les peuples, dans leurs différences, selon leur propre histoire, parce que l'histoire n'est pas la même, que leur niveau d'alphabétisation, de développement économique n'est pas le même, les peuples ne s'en laissent plus compter. Enfin, il y a quelques constants dans le monde arabe quand même, Pascal Comment Boniface. Il y a quelques constants dans le monde arabe, au point de vue de l'alphabétisation, de la situation économique. Mais non, les situations ne sont pas les mêmes en Tunisie. Si la Tunisie est tombée la première, c'est aussi parce qu'il y avait la corruption de l'immobilisme, mais aussi qu'il y avait un taux d'alphabétisation qui était beaucoup plus fort. Et que c'est quand même très, très différent. Donc en fait, on voit qu'il y a effectivement une onde de choc mondial. Et je pense que ce mouvement de réappropriation par les peuples de leur propre histoire ne va pas se limiter au monde arabe, qu'on aura également des effets secondaires selon des temps bien sûr différents. Tout ceci ne va pas se faire en quelques mois. Mais l'Afrique, y compris les pays asiatiques qui en sont pour l'instant, regardez, même Myanmar, qui va redevenir la Birmanie, bouge. Eh bien, on voit quand même que c'est un mouvement global et que la partie, quand même, cela va plutôt, le curseur va en faveur des peuples,
contre les dictateurs. On ne sera pas débarrassé de tous les dictateurs rapidement, mais ils ont quand même la partie moins facile. Et dernière chose, avant de recéder la parole à mes amis, eh bien, c'est vrai que dans le monde arabe, on voit qu'il y a des situations très différentes. C'est différent en Tunisie, en Égypte, c'est différent au Maroc, c'est différent en Syrie et en Libye. Et là, par rapport à cela, c'est peut-être en Libye où on peut avoir le plus d'inquiétude, parce que là, le nouveau régime est bien venu par une guerre et non pas uniquement par une révolution populaire. Alors, situation différente, mais résultat très proche. Oui, et moi, je voudrais quand même dire pourquoi, pour moi, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde arabe est une réaction contre Bush et ce qu'il a appelé soi-disant son appel à la démocratie et sa guerre préventive en Irak et en Afghanistan, c'est que ça va complètement contre tout le discours des clashs de civilisation, tout le discours du bien et du mal, et que ça, c'est peut-être en raison de ce discours qui nous a fait perdre 10 ans entre les attentats de 2001 et la révolution arabe 10 ans après. Ces 10 ans, c'est la politique de Bush qui a divisé le monde en bien et mal, qui a créé une islamophobie ambiante et qui fait que moi, dans mon travail, dans l'Union européenne, vous avez maintenant des responsables européens qui font leur propre autocritique sur le fait d'être tombés dans le discours manichéen de Bush. Oui, mais en et même pour temps, moi, ces révolutions sont une réponse contre toute la politique de Bush. Oui, mais en même temps, et il n'y a pas eu que les révolutions, les et c'est peut-être pour ça aussi que cette problématique peut être intéressante aujourd'hui, parce que si on pouvait balayer d'un revers de main ce discours de Bush, en tout cas cette théorie ou ce projet de Grand Moyen-Orient, la discussion n'aurait pas d'intérêt. Mais le résultat de certaines élections, vous le connaissez, il s'est annoncé en Libye, en Tunisie, il s'annonce en Égypte, il y a le cas libyen, et ça peut continuer, il y a le Maroc. Donc voilà, le résultat des élections. Un clash de civilisation ? Non, mais je n'appelle pas ça un clash de civilisation, mais le fait est que suite à ces résultats, et par peut-être un amalgame simpliste, on aurait un monde qui serait devenu musulman, pas seulement culturellement, mais politiquement, opposé à un autre bloc. Et donc, du coup, la question du clash de civilisation se reposerait. On est dans un monde où les mouvements islamistes ont été les victimes de la politique de lutte contre soi-disant le terrorisme, qui en a fait les héros des opinions publiques, et c'est ce qui a donné leur légitimité. Nous payons la stupidité de la politique de M. Bush. Nous payons littéralement ça. Nous payons aujourd'hui, lorsque moi je demande à mes amis, par exemple, pourquoi Ennahda? Parce qu'on me dit, parce que Ennahda était les premiers à aller en prison sans avoir rien fait, lorsque Ben Ali voulait prouver qu'il était un bon agent américain. Et l'identité islamique n'a rien à voir là-dedans, c'est juste parce qu'ils ont été persécutés. Non, mais ils seraient laïcs et persécutés, ça serait la même chose. L'identité islamique, elle n'est pas la propriété d'aucun parti politique. Elle est la culture de tout le monde musulman. Et pourtant, elle est brandie comme une arme politique. Oui, mais ce n'est pas propre à la révolution arabe. Ça a commencé avec l'Iran il y a 30 ans. Non, mettons les choses au point. Nous parlons aujourd'hui de l'intervention de sociétés civiles du monde arabe qui sont des acteurs. Et ne vous inquiétez pas, les laïcs trouveront les moyens de reprendre. Non, parce que vous semblez penser que les islamistes ont pris le pouvoir pour rester. Non, maintenant, c'est aussi aux forces laïques de s'organiser pour faire des partis politiques. Malheureusement, les mouvements sociaux, pour moi, c'était un mouvement social, ce qui s'est passé. Maintenant, le mouvement social doit s'organiser en partis politiques pour pouvoir jouer le rôle de contre-pouvoir au pouvoir qui, eux, se réclament de l'islam politique. Dominique Vidal. Avant d'en venir à cette discussion sur l'islam, je veux d'ailleurs dire que tous la victoire des islamistes aux élections. Tous ceux qui ont défendu ces dictatures pendant des dizaines d'années, et si vous voulez des noms, je les donne, y compris de chercheurs et de journalistes. On peut en parler. Tous ceux qui nous disaient « Vive Ben Ali, vive Moubarak, vive Bachar, au nom de ceci, au nom de cela », sont aujourd'hui en train de sonner le signal d'alarme. Les islamistes sont partout. Donc, c'est un débat important, on va l'avoir. Mais je voudrais qu'on finisse le débat qui était en cours et qui est au moins aussi important. Il y a un niveau national de la réalité de ce qui se passe, qu'on ne peut pas gommer, sinon on n'y comprend rien. Il y a un niveau régional. C'est un monde qui a été comme une cocotte-minute pendant 30 ans, sous la dictature, dans la misère, dans l'absence totale d'avenir pour les jeunes, et qui se soulève, et qui veut sa dignité. C'est même pas au sens politique étroit, c'est intifada au sens on relève la tête. Et puis il y a une situation mondiale, et je rejoins ce qu'a dit Pascal. Vous êtes dans une période de la crise du système, personne ne vous dit plus que c'est une crise conjoncturelle, de la poussée des États émergents, de la remise en cause de l'hégémonie occidentale. Tout cela crée une fenêtre d'opportunité, comme on dit, que les peuples sentent. Ils ont senti qu'ils pouvaient essayer de faire tomber leur dictateur sans que les Américains ne viennent réprimer. Et effectivement, Obama a dû faire avec.
Je ne pense pas, comme certains, qu'il a manipulé tout ça. Donc vous avez un niveau national, un niveau régional, un niveau international. Tout ça explique ce qui se passe. Ça ne nous dit pas ce que ça va devenir. Et vous avez raison, il y a un débat. Je partage ce qu'a dit Leïla, mais il faut l'avoir, ce débat, sur pourquoi les forces islamistes, ou dites islamistes, parce qu'il faudrait définir de quoi on parle, ont aujourd'hui profité, dans les élections qui ont eu lieu, de la situation. Alors, Pascal oui, Boniface. effectivement, et je crois que le fait qu'ils se présentent comme anticorruption, comme principal opposant, a joué, que leur dimension religieuse a joué également, mais n'a pas été le seul et unique facteur. Mais allons plus loin. Je crois qu'on est mal placé, il faudrait arrêter, nous, occidentaux, de dire pour qui les autres doivent voter. Et c'était un peu le défaut quand même global, de dire nous ne sommes pas la démocratie à condition que vous votez pour tel ou tel parti. Comme en Palestine en 2006, où nous avons coupé les relations avec le gouvernement palestinien parce qu'au nom de la démocratie, les Palestiniens s'étaient mal exprimés. Ils n'avaient pas voté pour ceux que les Occidentaux voulaient voir. Alors, bien sûr, on peut avoir ses propres préférences. Mais justement, si la démocratie gagne, c'est que les peuples s'expriment. Et qu'il n'est pas tout à fait étonnant qu'en Tunisie, en Égypte, on vote pour des partis musulmans parce que ces sociétés sont des sociétés musulmanes. Il y a peu de partis catholiques. Il y a des catholiques minoritaires en Égypte, mais ils ne sont pas de partis en tant que tels. Et puis, ensuite, ce qu'il faudra voir, bien sûr, c'est toujours la peur de dire que dans les pays musulmans, la démocratie, c'est one man, one vote, mais one day. C'est-à-dire un homme, une voix, mais une seule journée. Parce qu'ensuite, il y a un engrenage, une dictature. On pense à ça parce qu'on a en tête l'exemple iranien, où une